La première fois que j'ai rencontré Yanis, c'était au début des années 2000, pendant mes études d'orthophonie. À vrai dire, c'est pas lui que j'ai vu en premier, mais son éducatrice. Elle revenait tout juste d'un arrêt de travail et elle avait le bras en écharpe. Yanis, lui, je l'ai surtout entendu. Il faisait une pause dans une salle à côté, il criait fort, très fort, et il sautait à en faire trembler les murs et vibrer le sol. Je suis sûre que vous vous dites que j'exagère. Mais non, c'est bien ce qui arrivait quand Yanis était content. Cette petite unité d'accueil dans une vieille maison de village au parquet ancien a dû en garder les traces d'ailleurs, comme son éducatrice. Car oui, quand Yanis n'allait pas bien et qu'il rentrait en crise, il pouvait s'en prendre aux objets autour de lui, à lui-même ou aux autres personnes, parfois jusqu'à la fracture du bras. J'ai oublié de préciser que Yanis avait 17 ans, un bel ado d'1,80 m environ et la carrure d'une armoire à glace. Alors j'avoue, quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai flippé, vraiment. Yanis, comme Noah, Valentin, Ludo, est autiste. Il ne parle pas oralement et il présente une déficience intellectuelle. Certains diraient qu'il cumule, surtout si on le regarde à travers le prisme de ses troubles. D'ailleurs, c'est bien de ça dont on parle, de troubles du spectre de l'autisme, qui se définit par une altération de la communication sociale et des particularités dans le comportement. Alors je me suis dit que si moi, orthophoniste, je suis spécialiste du langage et de la communication, et si Yanis ne parle pas et a un trouble de la communication, pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour se dire qu'on a peut-être quelque chose à faire ensemble. Pourtant, encore aujourd'hui, des familles doivent se battre pour que leur enfant soit adressé en orthophonie et puisse bénéficier du suivi dont il a besoin. Parce que, ma petite dame, votre enfant, il n'a pas besoin d'orthophonie, il ne parle pas. Quand j'y pense, encore aujourd'hui, je vire au violet betterave dont ça me met en colère. Permettez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est quand même une sacrée connerie, ce truc-là. Car tout le monde sait qu'on peut communiquer sans parler. Un bébé qui ne prononce encore aucun mot, il communique avec ses parents, avec son entourage. Il sourit, il pointe, il utilise son corps, ses mains, les mimiques de son visage, il pleure. C'est bien de la communication, tout ça. Mais dans certains cas, dans l'autisme par exemple, il peut être nécessaire d'entraîner très tôt ces comportements de communication et de proposer des systèmes alternatifs au langage oral. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Grâce à Yanis, j'ai appris à dépasser ma peur pour affirmer ma place auprès de lui et j'ai fait de ma colère un moteur. Quelque temps après ma rencontre avec Yanis, est sortie en France une loi bien connue des familles des personnes en situation de handicap, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Cette loi, elle indique entre autres que tout enfant a le droit d'aller à l'école. C'est pas une fleur qu'on lui fait à cet enfant autiste, c'est son droit d'aller à l'école, comme tous les enfants. Ces enfants autistes, en âge d'aller à l'école, y vont donc, mais rarement à temps plein malheureusement, et souvent pour travailler la socialisation. Or l'école, c'est pas seulement les interactions sociales, c'est aussi les apprentissages. Et parmi eux, un apprentissage essentiel, auquel les enfants sont préparés dès la maternelle et sur lequel repose toute la suite de leur scolarité. Vous voyez de quoi je parle ? De la lecture. Oui. Savoir lire et utiliser l'écrit, c'est pas mal pour vivre une vie autonome, de citoyen, pour apprendre,
raconter des histoires ou quelque chose qu'on a vécu, s'informer, s'évader. Avez-vous déjà pensé à tout ce que la lecture vous permet de connaître, de découvrir ? Si on parle d'égalité des chances, alors ça veut dire que cet apprentissage devrait être accessible à tous. Et pourtant, dans les guides ou les formations, on peut parfois lire que c'est compliqué pour les enfants autistes, que c'est pas prioritaire, qu'il y a d'autres choses à travailler, et surtout que c'est quasiment impossible si l'enfant ne parle pas. Que pour apprendre à lire, il faut d'abord savoir parler. Encore. Ça signifie que cet état de fait, cette condition, ne pas savoir parler, ne pas oraliser, est considéré comme un obstacle à pouvoir bénéficier des mêmes droits que les autres. Et ouais, dommage petit gars, fallait parler. Mais ces conditions reposent sur ce que l'on sait du développement chez l'enfant non autiste, l'enfant au développement ordinaire, celui qu'on dit normal. Mais les enfants autistes, ils présentent des particularités, des singularités dans leur développement, qui ne suivent pas un chemin tout tracé, un chemin standard. Pourquoi alors devrions-nous leur imposer nos repères, nos normes ? Qu'est-ce qui fait que moi, je devrais imposer, choisir un chemin qui prendrait le risque de ne pas lui convenir et de constater que c'est bête, hein, il n'y arrive pas cet enfant. Et si plutôt que de voir des supposées incapacités, je me questionnais sur la manière dont moi, j'enseigne quelque chose à cet enfant ? Est-ce que je tiens compte de ses besoins, de ses particularités ? Et si ces particularités étaient un point fort sur lequel je peux m'appuyer pour lui proposer autrement ? Forte de ces constats et questionnements, c'est en 2005 qu'avec Anne, ma collègue enseignante spécialisée, nous avons créé un outil permettant aux enfants autistes d'entrer dans la lecture. Voilà comment. Ce qui peut être difficile pour les enfants avec lesquels nous travaillons, c'est l'oral, la reconnaissance des sons. Mais ce qui fonctionne souvent bien, c'est la mémoire visuelle, la répétition, les choses qui sont présentées de manière concrète, sans fioriture, ni implicite ou double sens. Alors, dans un premier temps, nous apprenons aux enfants à associer le son d'une voyelle à une couleur. Par exemple, le A en vert. Puis nous associons cette couleur à un geste qui représente une consonne. Par exemple, pour le F. Alors, lorsque l'enfant trempe ses doigts dans la peinture verte et qu'il reproduit ce geste sur une feuille, une trace apparaît, la trace de la fusion du F et du A. Fa. La forme du F, la couleur du A. Il découvre la syllabe Fa. En visualisant les syllabes, en s'entraînant beaucoup avec de nombreuses activités reprenant ce principe, on peut entrer dans le décodage de syllabes qui composent des mots, qui composent des phrases. On construit du langage, quoi. C'est ainsi que Ludo, qui ne parle pas, mais sait déchiffrer des syllabes et commence à lire des mots, a pu lire un jour le mot cheval, et il l'a associé à l'image correspondante. Il a compris à ce moment-là que ces deux trucs étaient la même chose. Je l'ai vu lorsqu'il m'a regardé intensément. Son regard voulait dire « Mais c'est ça !» Si Anne et moi avions suivi les guides établis par les normes, nous n'aurions jamais créé cet outil. Alors voilà ce que j'ai appris grâce aux enfants qui nous ont permis de dépasser ce que nous croyons savoir. C'est affranchis-toi du rapport à la norme.
lorsqu'il limite les potentialités et la créativité. Car c'est bien en s'affranchissant de la norme que l'on peut découvrir de nouvelles manières d'apprendre, de communiquer. C'est ce qui se passe lorsque l'on rencontre des personnes qui s'expriment avec d'autres outils que leur voix. Leurs mains, par exemple, ou des images, des dessins, des pictogrammes ou bien d'autres choses encore. Tout ça, ça s'appelle la communication alternative et améliorée, la CAA pour les initiés. Ludo, il ne parle toujours pas oralement, mais il utilise une tablette pour s'exprimer. Noah aussi. Il y a quelques semaines, alors que je râlais à quatre pattes, en train de ramasser le pot à crayon que je venais de faire tomber en quittant délicatement ma veste, j'entends dans mon dos Noah dire avec sa tablette « Peux-tu m'aider à ramasser ça ?» qui est un message préenregistré et qu'il n'avait encore jamais utilisé. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'en ai oublié tous les trombones, les mines de crayons et les stylos éparpillés partout par terre. Noah, pour la première fois, il émettait un commentaire sur ce qu'il était en train de voir. Il était connecté à moi, à la situation qu'on était en train de vivre tous les deux, et il me l'a dit. Ça a l'air de rien, mais cet épisode, ça m'a bouleversée. Noah, il parle pas. Il se balance sur lui-même en émettant des bruits bizarres. Il donne souvent l'impression de ne pas être là. Mais que sait-on vraiment de son monde intérieur, de ce qu'il perçoit de son environnement, de la richesse de son monde intérieur, de ce qu'il aurait envie de dire? Valentin est venu 2, voire 3 fois par semaine en séance d'orthophonie à mon cabinet. Sa maman me disait souvent qu'elle passait plus de temps avec moi qu'avec ses copines. Classique pour ces familles qui courent de rendez-vous en réunion pour leurs enfants. Valentin, il venait tour à tour accompagné de son père, de sa mère. Même ses grands-parents et ses oncles sont venus. C'était une histoire de famille. Tout le monde était impliqué. Tout le monde soutenait les progrès du petit Valentin. Tout le monde était suspendu à ses lèvres, attendant le moment où il prononcerait son premier mot. Je me souviens de mon émotion quand, à 6 ans, en séance, en présence de sa maman, il l'a prononcé. Chips. Je crois qu'elle et moi, on aurait aimé qu'il dise autre chose. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'il avait envie de dire à ce moment-là. La communication alternative et améliorée, c'est ça. C'est donner accès au monde intérieur sans le restreindre, pour que la personne qui l'utilise puisse dire ce qu'elle a envie de dire vraiment, et pas ce que nous aimerions qu'elle dise, pour qu'elle puisse prendre conscience qu'elle a le pouvoir d'agir sur sa propre vie, qu'elle puisse faire ses choix pour elle-même. Alors voilà ce que Noah et Valentin m'ont appris, c'est dépasse tes préjugés, présume des compétences et envisage que tout est possible. Alors voilà, si je me présente à vous ce soir, c'est pas pour vous faire la morale, ni pour être le porte-drapeau de l'autisme ou de la communication alternative et améliorée. Ce serait malvenu et inapproprié. D'autres personnes seraient plus à même de le faire, des familles, des personnes autistes qui viendraient témoigner de leur propre monde intérieur. Non, moi je suis juste ici, comme vous, avec mes tripes, mes colères, mes peurs, mes doutes, mes questionnements. Est-ce que malgré ces rencontres, malgré ces expériences, est-ce que je ne suis finalement pas moi-même une partie du problème ? Est-ce que mes représentations, ce que je crois savoir de telle ou telle personne, n'est pas un facteur limitant à sa participation sociale ? Est-ce que j'ai vraiment donné à Yanis toutes les opportunités possibles pour qu'il puisse s'épanouir et vivre la vie qu'il souhaite ? Lui seul le saurait. Il n'est plus là pour en témoigner.
Je me demande si j'ai été un bon compagnon de route pour Yanis. Mais lui a été déterminant pour la construction de la personne que je suis. Alors voilà, c'est bien ce que je vous souhaite. Avoir la chance de rencontrer votre Yanis ou votre Valentin.